Bonjour à tous, je vous remercie d'être présents en ce 5e épisode du Lab Financement. Je suis Déborah Lebovic, chef de projet communication évidemment événementielle au sein du pôle. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Finance Innovation, nous sommes le pôle de compétitivité de la finance digitale en France. Nous regroupons 550 membres environ, donc des startups en grande majorité, donc fintech, insurtech, également des startups issues de la gestion d'actifs, de la finance durable et solidaire, de l'immobilier et de la gestion et finance d'entreprise. Nous travaillons également en collaboration avec des grands groupes, avec des cabinets conseils, avec des fonds d'investissement et divers autres acteurs comme des laboratoires de recherche, des institutionnels, des écoles, etc. C'est vraiment dans l'objectif de booster le développement de nos fintech que nous avons créé donc le Lab Financement. C'est une série d'ateliers en fait qui visera à donner toutes les clés aux entrepreneurs en fait pour mener à bien leur initiative de financement, donc des levées de fonds privées, mais aussi dans le public. Cet événement traitera donc des valorisations, comment valoriser votre startup. La semaine prochaine, vous aurez un autre événement sur comment bien s'entourer, donc comment choisir en fait ses partenaires, que ce soit du public ou du privé. Voilà, je pense que ça va plus ou moins être tout. Donc, avant de débuter l'événement, je voudrais remercier donc Laurent qui est derrière, qui va bientôt arriver, donc avec qui nous travaillons en collaboration pour ce projet donc de Lab Financement. L'événement durera environ 30 à 40 minutes. Vous aurez ensuite un temps de questions-réponses. Donc, vous pouvez vous pouvez poser vos questions sur le chat à droite et pour les personnes en face, donc posez vos questions directement. Le replay sera visible sur notre chaîne YouTube juste après l'événement. Je voudrais également remercier donc qui vont arriver Maud Vandal, qui est Chief Operating Officer chez Estimeo, donc startup de notation et valorisation qu'on ne présente plus au sein du pôle. Guillaume Échaud de Maison chez Seventure, fonds d'investissement, associé chez Seventure, et Bruno Rivet, directeur des participations chez Seventure dans ce même fonds. Je vous remercie. Laurent. Je mets une position. Est-ce que c'est actif? Excellent. Parfait. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Laurent Chenet, de métier leveur de fonds, et j'accompagne plus largement sur les entreprises, start-up ou PME, sur leur stratégie de financement, que ce soit du capital, de la dette ou des financements publics. Et l'idée, effectivement, de ce lab financement, c'est de proposer une série d'ateliers courts, 30 à 60 minutes, là c'est plutôt un format aujourd'hui de 45 minutes, sur des thématiques très précises, qui peuvent être parfois très techniques, parfois qui sont plus des conseils extrêmement pratiques. Il y aura aujourd'hui, on fait aujourd'hui le 5e épisode, si je triche ça. Le 6e, c'est la semaine prochaine. Il y en a au moins une dizaine, enfin même 12 ou 13 qui sont prévus. Total, on peut en rajouter. L'idée aussi, c'est si vous avez s'il y a des souhaits qui remontent, des besoins qu'il faut traiter, très spécifiques sur les problématiques de financement, c'est mieux. Il faut l'activer ou ça fonctionne? Donc, non. Voilà. Donc ça, c'était le chapeau. Donc aujourd'hui, le sujet, il est sur le sujet de la valorisation. C'est bien l'atelier numéro 5, je ne me suis pas trompé. Et l'objectif d'aujourd'hui, il n'y aura pas beaucoup de ça, donc ce ne sera pas trop perturbé. Et donc, avant de dérouler tout l'objectif, on va faire déjà un petit tour de table, puisque je me suis présenté. Maud Estimeo, tu peux en dire un peu plus sur l'activité d'Estimeo? Bien sûr. Donc, bonjour à tous. Donc, Maud Vandal, je suis en charge des opérations chez Estimeo. Et donc, qui on est? On est donc une agence de notation et valorisation des startups. C'est-à-dire qu'on va se positionner en tant que tiers de confiance des startups au sein de l'écosystème du financement, donc, mais pas que, aussi de la collaboration avec les startups, donc c'est-à-dire avec des banques, avec des corporates, avec aussi des incubateurs, des accélérateurs. Et notre métier, c'est de les aider à se poser les bonnes questions sur
où elles en sont en termes de développement et aussi quels sont les points d'intention. Et on a bien sûr aussi une méthodologie de valorisation dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Et en parallèle, on les aide un petit peu à travailler sur leurs documents, justement dans le cadre de levée de fonds. Donc un peu d'accompagnement à la levée de fonds. Guillaume Echenaison, bonjour à tous. Donc moi je travaille au sein du fonds de capital risque, donc Venture Capital, Seventure Partners, qui est un fonds français qui opère depuis un peu plus de 20 ans maintenant, depuis 1997. Je suis avec Bruno également. Donc nous, on évolue principalement dans un département d'investissement qui se consacre à l'investissement dans des sociétés dans le domaine du tech et digital. On a un investisseur qui se concentre principalement sur des sociétés qui vont avoir des modèles de type software ou marketplace et dans des secteurs sur lesquels on a fait un focus depuis quelques années un peu spécifique sur la fintech, mais également le retail maintenant depuis peu. Et donc, nous, on intervient principalement en France, mais également en Europe, avec une présence en Allemagne depuis un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant. Et moi, je suis donc en analyse chargée d'investissement et Bruno, qui va pouvoir se présenter également, directeur de participation chez Seventure. Bonjour à tous, Bruno Rivet, donc je suis directeur chez Seventure côté digital également. Donc juste pour compléter ce qu'a dit Guillaume, Seventure, c'est à peu près 850 millions sous gestion actuellement, un peu plus de 100 participations. 2 grands domaines d'intervention, les sciences de la vie d'un côté, le digital de l'autre. Et donc, dans le digital, comme l'a dit Guillaume, on a une envie particulière et des fonds spécialisés, notamment dans les fintech, de notre présence aujourd'hui. Et très actif au sein du pôle. Donc, effectivement, l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment le sens de ces ateliers, c'est que si on va rappeler quels sont les enjeux autour des questions et la valorisation, l'objectif, ce n'est pas de rentrer dans la technique de valorisation en tant que telle. S'il y a des questions, on peut répondre à des questions, mais ce n'est pas là le principal enjeu. En revanche, c'est d'échanger, notamment avec Estimeo et Seventure, dans cette partie essentielle de préparation, parce qu'on vous posera dans les premiers entretiens ce que vous attendez comme dilution, quelle valorisation vous attendez, c'est quasi systématique. Et donc, c'est en fonction des premières réponses que vous calez votre attente en matière de valorisation, c'est-à-dire qu'il y a eu une réflexion qui a été préalable. Et donc, Estimeo qui fait partie de ces acteurs qui peuvent accompagner, aider à cette préparation, cette réflexion préalable qui est fondamentale. On va juste rappeler au départ quelques éléments fondamentaux dans comment valoriser ma startup. En fait, il faut surtout chercher plus que la technique, c'est à bien comprendre quels sont les enjeux et les règles du jeu en la matière. Juste en préambule, la question de la valorisation, est-ce que c'est un risque sur un deal? Alors, si vous n'êtes pas préparé, oui, c'est sûr. C'est toujours un sujet de discussion, la valorisation, et personne ne peut limiter ses propres intérêts. Donc oui, vous devez négocier la valorisation, mais dans un cadre qui est bien donné. Donc, c'est toujours un sujet de discussion qui peut parfois être compliqué, mais qui n'a jamais été, moi je parle de mon expérience de leveur, ça fait quelques années quand même, ça n'a jamais été deal breaker. Ça n'a jamais, donc ça peut être compliqué, et on va voir pourquoi il peut y avoir des différences importantes dans les offres, etc. Mais c'est jamais le sujet de la valorisation en tant que tel qui fait bloquer. Mais par contre, il faut effectivement avoir bien préparé le sujet de la valorisation. Alors, les principaux enjeux quand on parle de valorisation, surtout qu'on a une tendance à raisonner en pourcentage, on raisonne en dilution. Effectivement, il y a 2 sujets principaux quand on parle de la valorisation. C'est la part de gâteau in fine. Donc ça, c'est un sujet. C'est la gouvernance, c'est-à-dire de qui décide comment on prend les décisions. Et pas perdre de vue que ce n'est pas les décisions simplement aujourd'hui, parce que de toute façon, on est vraiment focus sur les premiers tours, pour les tours institutionnels. Alors là, on a peu d'éléments pour fixer, je dirais, objectivement une valeur. Donc, dans ces tours-là. Mais pensez qu'il peut y avoir d'autres tours. Donc, suivant, vous serez davantage dilué. Et donc, les équipes, les prises de décision. Donc, c'est vrai que c'est des sujets qu'il faut regarder, ces impacts-là également. Ensuite, il y a souvent un focus sur prix-valorisation. Alors là, je vais peut-être nuancer maintenant le point avec ce qui se passe dans le capital investissement. Bruno me faisait il y a quelques jours en préparant une très juste remarque. Il faut bien distinguer la valorisation, c'est-à-dire le point d'équilibre que l'on va trouver entre tous les partenaires qui vont venir au début de l'aventure du projet et voir comment demain on travaille ensemble et on se partage la valeur, et le prix qui est la monétisation des titres, le moment venu. Et les ressorts sont évidemment très différents. Le prix, c'est liberté des parties, c'est code civil, c'est une négociation de marché et qui n'a rien à voir.
Et il est évident que derrière, quand vous avez des valorisations, quand vous essayez d'en avoir un prix tout de suite en disant je vais essayer de faire du cash out, non seulement ça n'aurait aucun sens et vous ne le feriez pas, et le prix, ça n'aurait rien à voir avec les valorisations qu'on vous propose dans des premiers tours, qui sont les points d'équipe des différentes parties sur un tour de table. Alors là où je voulais nuancer, peut-être que Bruno, je peux passer la parole c'est sur ce qu'on se disait il y a quelques jours, c'est que prix et valorisation peuvent se rejoindre quand dans des tours ultérieurs, dans les valorisations, il y a une valorisation évidemment à chaque tour, il y a des sorties d'actionnaires qui sont possibles, et ce qui fait sens, dans quel cas le prix touché par les actionnaires qui vont sortir correspond à la valorisation du tour. Ce qu'on avait peu et qu'on commence à voir de plus en plus grâce aux fonds late stage, aux fonds étrangers qui sont venus investir, notamment en France. Voilà. Un point, on reviendra peut-être tout à l'heure, mais ça sera plus dans l'échange. C'est hyper important le pourcentage de dilution, mais raisonner vraiment en valeur de titre. Certes, on va se diluer, mais en fait, vous n'allez pas perdre d'actions. On va rajouter de petites actions, on va émettre de nouveaux titres, juste pour agrandir l'équipe, mais avec une équipe qui ira plus loin, plus haut. C'est l'objectif. Et donc, il faut regarder aujourd'hui, c'est ce que il vaut mieux avoir X%, enfin un gros pourcentage d'actions qui sont valorisation, ou plutôt d'avoir un plus petit pourcentage, mais d'actions dont la valeur ne va pas passer de 100 à 120, mais elle va être démultipliée. Donc en fait, il faut surtout être capable de se projeter et de se dire que pour atteindre ce niveau de valeur de titre, il faut parfois d'autres partenaires, il faut d'autres moyens financiers. Donc le pourcentage est parfois un piège. C'est un biais. Voilà. Et très souvent, d'ailleurs, quand je l'entends, quand on met en place des baies spéciaux, on dit on met 5% du capital. Non, on émet un nombre de titres qui correspond à date à 5%. Le jour où ils seront exercés, ça ne fera peut-être pas 5%, parce qu'entre-temps, il y aura eu d'autres émissions de titres. Il y a eu des... Voilà. Donc le pourcentage, ça, c'est un vrai biais. Il faut surtout le voir quand on ouvre. C'est pour ça que si on fait une levée de fonds, ce n'est pas pour faire une levée de fonds, c'est parce qu'il y a un besoin, c'est pour créer de la valeur. Et donc, mieux vaut lâcher une petite part du gâteau, enfin en pourcentage, mais aller chercher un gâteau beaucoup plus important. Alors, il y a plein de méthodes de valorisation. Là, c'est très simple. Je suis allé chercher ce que fait Estimeo, parce que moi, je connais un petit peu les rapports. On fait des métiers complémentaires, pas du tout les mêmes. Donc là, je le dis de manière très, très, très objective, parce que je travaille aussi sur les valorisations. Mais je trouvais intéressant dans le travail qui est fait par Estimeo, c'est effectivement, il y a plusieurs méthodes, et on croise toujours plusieurs méthodes quand on fait une valorisation. Et si vous allez sur Internet, vous allez voir le détail de ces méthodes, d'autres méthodes, etc., vous trouverez tout un tas de choses. Après, on va revenir sur le piège des techniques en tant que tel. Mais tu veux peut-être en dire deux mots sur… Oui, tout à fait. Pour les commenter, et c'est vrai que pour soutenir un peu ce que tu dis, on s'accorde quand même à dire qu'une seule méthode à elle seule sera jamais pertinente. Et d'ailleurs, le calcul d'une valorisation, ce n'est pas une science exacte, mais l'idée, c'est de pouvoir utiliser une multitude de méthodes pour aller, qui apporteront en fait finalement pas forcément les mêmes éléments. Donc nous, chez Estimeo, on utilise 7 méthodes différentes avec des méthodes qui sont extra-financières. Donc l'idée des méthodes extra-financières, c'est d'aller identifier tous les critères immatériels, d'aller identifier les facteurs de risque, mais les facteurs de risque, ça signifie aussi les facteurs clés de succès, et essayer d'identifier vraiment tout le qualitatif, ce qui est intéressant notamment pour des entreprises early stage assez jeunes, qui ont très peu de revenus, qui font peu ou pas de chiffre d'affaires. Donc, c'est là où on peut citer les méthodes comme Berkus, Scorecard, Step Up. Finalement, on va se dire aujourd'hui, quels sont les premiers jalons validés. On ne va pas forcément rentrer dans le détail, ce n'est pas un atelier technique, mais si vous voulez, chez Estimeo, on en fait et on peut vous accompagner là-dessus. Mais l'idée, c'est quand même de regarder sur des dimensions extra-financières. Donc ça, c'est les méthodes que j'ai pu vous citer juste avant. On va utiliser aussi des méthodes financières, donc comme les DCF, comme des méthodes dilutives ou la méthode Venture Capital. L'idée, c'est, les trois ont encore une fois pas exactement le même objectif, mais pour résumer, l'idée, c'est d'identifier au sein des premiers succès, des premiers chiffres d'affaires qui ont été réalisés, un potentiel de développement et un potentiel de sortie. Une méthode dilutive, elle va prendre en compte, par exemple, aussi les attentes de l'entrepreneur. La méthode dilutive, on se base sur le montant recherché par l'entrepreneur avec le pourcentage de dilution qu'il est prêt à proposer. Et finalement, c'est une des méthodes qui est la plus simple, mais qui est aussi
très intéressante parce que c'est la vision de l'entrepreneur. La vision de l'entrepreneur, c'est sa stratégie et c'est potentiellement vers où il veut aller. Alors, l'expérience, généralement, ils se surestiment, mais en même temps, c'est intéressant de voir avec eux et de pouvoir aussi, en fonction de ce qui se fait sur le marché, pouvoir rediscuter avec eux de ces méthodes. Donc voilà, je pourrais rentrer encore plus dans le détail, mais voilà, pour introduire rapidement. Et on a, nous, sur notre site internet, si vous voulez, elles sont un peu plus détaillées. Et encore une fois, si vous avez d'autres questions, on a une méthodologie écrite, en sachant que chez Estimio, on utilise notre méthode de notation sur toutes les méthodes qualitatives, où on va regarder en fait l'humain, le marché, enfin voilà, d'autres facteurs que le business plan, qui reste très important, mais pour introduire. Tu veux commenter aussi, Bruno? Oui, je pense que Maud l'a très bien dit, il y a plusieurs méthodes. Nous, côté VC, capital risque, en effet, on peut penser aux méthodes traditionnelles financières, mais qui sont bien sûr pas forcément adaptées toujours pour le type de société, de start-up qui souhaitent lever à des stades quand même très early stage, notamment quand les revenus peuvent être très minimes ou les cash flows tout simplement négatifs qui rendent une méthode comme le BCF obsolète. Donc nous, bien sûr, en venture capital, on va avoir des choses qui permettent de comparer, bien sûr, avec ce qui se fait sur le marché, avec des types de multiples. On va avoir, bien sûr, et surtout, la cohésion dans l'histoire, dans l'equity story de la société, dans prendre en compte le fait que la société est encore très jeune, mais a une ambition d'une certaine taille, avec des tours de financement probablement ultérieurs qui vont venir. Et donc tout ça provoquant une dilution à travers le temps, mais marquant également des points d'étape pour ensuite, bien sûr, prendre en compte la sortie qui est attendue un peu partout, donc à la fois les fondateurs, mais également des fonds de VC qui, eux, attendent de bien sûr faire une performance au bout du tunnel. Et donc, tout ça pris en compte, ça permet de faire une estimation également de la valorisation d'une société à un point donné d'une autre manière. Ce qui est important pour nous, en fait, c'est le métier, on est dans la finance, donc nous, on nous a confié de l'argent pour le faire fructifier, donc on parie sur des entrepreneurs et sur des projets. Ensuite, il faut, comme l'a dit Guillaume, qu'on soit vraiment capable de justifier auprès de ceux qui nous ont confié de l'argent, qu'on a une espérance de gain qui est satisfaisante par rapport au risque encouru. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de méthodes qui intellectuellement sont très satisfaisantes, mais on manque de paramètres au moment où on investit pour savoir si elles sont justes ou pas. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant ce que disait Maud sur le fait qu'il faut varier les méthodes pour essayer d'encadrer au mieux la valorisation la plus légitime à ce stade, et sachant qu'il vaut mieux même payer peut-être un peu trop cher un beau projet qu'être capable de limiter la valorisation d'entrée, mais sur quelque chose qui, de toute manière, n'ira pas au bout. Et donc, la première question, c'est quand même plutôt de qualifier le projet, et c'est quand on est vraiment serein sur le fait qu'on a envie d'accompagner une équipe pour un projet, qu'on va ensuite rentrer dans le détail des valorisations. Tout à fait. Alors, une fois qu'on a parlé évidemment des techniques de valo, dans les valorisations, il y a toujours des critères financiers et extra-financiers. Comme l'a très bien rappelé Guillaume, quand les entreprises sont jeunes, on va manquer d'agrégats financiers. Donc, toutes les méthodes traditionnelles, c'est académique, en tout cas enseignées pour des entreprises matures, celles-ci, on peut les oublier. En tout cas, dans un premier temps, parce que, in fine, la société peut être valorisée aussi sur des critères, avec des méthodes plus traditionnelles. Encore une fois, on se positionne sur des premiers tours. En fait, le vrai sujet, la vraie difficulté que l'on a là, et c'est pour ça que c'est important de voir les différentes méthodes, d'essayer d'identifier, je trouve, au travers des différentes méthodes aussi, les éléments qu'on peut utiliser, comme les arguments qu'on peut avoir pour négocier sa valorisation. Mais il faut bien comprendre quand même qu'il y a une part d'irrationnel quand on parle de valorisation dans ces premiers tours. Part d'irrationnel parce qu'on n'a pas d'éléments factuels, on n'a pas d'historique d'EBITDA, de chiffre d'affaires, de pas grand-chose. On a peu d'agrégats financiers disponibles, voire pas. Alors, des débuts de communauté, enfin, même des choses assez intéressantes, mais il n'y a rien de financier. Et c'est pour ça que le vrai sujet, pour bien comprendre comme il y a une part de subjectif, c'est aussi une question de feeling, de fit entre l'investisseur, l'entrepreneur, du choix du partenaire. Et encore une fois, le choix du partenaire, donc c'est pas qu'une question de valo, c'est pas qu'une question d'argent qui est mis, c'est plus globalement dans un projet, est-ce qu'on a la même conviction, est-ce qu'on se sent de travailler quelques années ensemble et de créer la valeur. Sachant que la valeur, c'est comme les managers, les fondateurs qui vont, et autres managers qui vont la créer. Il faut bien comprendre, là, voilà, il y a une part d'irrationnel.
qui est extrêmement importante et qui explique que sur un même dossier, on peut avoir des offres des LOI extrêmement différentes. Alors, les valorisations peuvent être différentes. Surtout qu'il y a un autre biais, ce sont les instruments financiers qui sont utilisés. Alors, si on est en action simple, c'est-à-dire que tout le monde, ce qui ne sera pas, mais si vous voulez, vous avez un alignement d'intérêt complet, vous n'aurez pas la même valorisation si vous avez des préférentiels où le prix de sortie de l'investisseur il est déjà prévu dans le pacte. Donc, le choix d'un instrument financier va avoir un impact sur la valorisation. Mais ça, je dirais que c'est un biais, ce n'est pas forcément le focus à avoir là, il faut juste l'avoir en tête que quand vous allez négocier votre valorisation, quand vous allez décrypter les offres, vous avez intérêt à avoir un bon avocat et dans un premier tour, le premier conseil à avoir surtout un avocat qui comprenne ces sujets-là, bien évidemment. C'est vraiment, je pense, le conseil que je dirais le plus important parce que ça, c'est un élément clé. Et il y a toujours des instruments financiers, même des préférentiels simples. Aujourd'hui, on a un monde où on peut se limiter à ça. Il faut au moins comprendre aussi les ressorts de ces instruments financiers. Voilà. Donc, on a cette part d'irrationnel. Pour autant, est-ce qu'il existe quand même un pouvoir? Alors, c'est la question que je pose et que je posais à Guillaume, Maud et Bruno, c'est le pouvoir de négociation pour un entrepreneur. Qu'est-ce qui fait que, quel est le... En fait, on a dit que c'était une question de conviction, de rencontre. Les offres peuvent être assez différentes. Donc, comment on peut challenger les offres? Comment on peut éventuellement faire bouger les lignes sur la valo? Quels arguments peuvent jouer? Et avant d'entrer même sur le pouvoir de négociation, moi, ce que j'aimerais, c'est, vous disiez, quand vous voyez les entrepreneurs arriver, alors peut-être nous, au début, en phase de préparation, la vision, alors, tu disais tout à l'heure, c'est surestimé de la valeur, en tout cas, leur compréhension du sujet de la valorisation. Très souvent aussi, je connais quelqu'un qui a levé tant, il s'est dilué tant sur tel valo ou je ne sais quoi. Tant que vous n'avez pas le pacte d'actionnaires, vous ne savez rien en fait. Mais en tout cas, il y a ce qu'on dit dans la presse parfois fausse, un peu fausse lecture. Donc en termes de maturité sur ces sujets de réflexion, et puis vous, avant de pouvoir une négociation, c'est les prérequis. Vous-même, quand vous voyez les dossiers arriver, qu'est-ce que vous attendez? Enfin, en termes de compréhension, quand vous posez la question, on n'est pas forcément obligé d'avoir la réponse sur je veux diluer de combien ou la valo. Il y a des choses qui sont attendues ou rédhibitoires. Peut-être Maud, je commence par la phase amont. Oui, complètement. Alors nous, parmi les entrepreneurs qu'on rencontre tous les jours, on ne peut pas oublier qu'il y a déjà un déséquilibre aussi de connaissances énorme. Hein. Parfois, on a des entrepreneurs qui viennent, qui finalement ont juste besoin de réassurer ou de valider en fait leur valorisation. Certains qui viennent donc en ayant un petit peu moins de connaissances sur cette notion de valorisation et même avec tout cela de levée de fonds. Et tu parlais d'avocat tout à l'heure, mais c'est vrai que la valorisation, c'est important. Mais en fait, pour valider une valorisation, ça découle quand même d'une négociation avec les investisseurs et ça va jouer avec un pacte d'actionnaires en face. Et en fait, si on ne comprend pas les éléments juridiques, ça va être compliqué. Et donc, effectivement, l'un des meilleurs conseils, c'est d'être bien accompagné et de surtout pas hésiter à poser des questions si on ne comprend pas du vocabulaire ou des éléments même juridiques. Hein, une levée de fonds, c'est, je pense, 40% de juridique, peut-être quelques pourcentages de financier et de l'humain. Donc voilà. Bon, bref, la négociation, je m'éloigne un petit peu. Finalement, ce qu'il... quand ils ne s'y connaissent pas très très bien en termes de levée de fonds, de valorisation, ils nous disent mais finalement on a besoin de temps où on veut lever le plus possible tout de suite. Et nous, notre métier à ce moment-là, c'est aussi de les aider dans leur réflexion justement pour se projeter sur leur equity story dont tu pouvais parler tout à l'heure. Ça ne sert à rien de lever trop vite, trop tôt, parce qu'en fait, on va se faire trop diluer ou à une valorisation trop basse. Et en fait, l'intérêt autant pour l'investisseur que pour la start-up, c'est c'est que les fondateurs restent investis à 100% dans le projet et qu'ils aillent ensemble sur l'évolution. Donc, ça peut être des questions autour de finalement même le montant à lever, la part de dilution. Hein, ces notions de dilution, bien sûr, c'est hyper important. Et en fait, intégrer un investisseur dans son capital, alors surtout pour les premiers tours, où ça peut être pas que des investisseurs professionnels, mais même peut-être des business angels qui vont aussi apporter leurs conseils. On parle un peu de smart money.
Ça peut être un atout énorme de faire entrer des investisseurs au sein de son capital, mais il ne faut pas oublier qu'en termes de gouvernance, en termes de décision, on a des comptes à rendre et on n'est plus vraiment seul. Donc voilà, donc on peut avoir ce type de questions sur les entrepreneurs qui viennent nous rencontrer et leurs enjeux aussi, c'est d'identifier les bonnes personnes. Parce que se tromper d'investisseurs, on peut tomber sur des investisseurs pernicieux parce que c'est pas un secteur qui les intéresse, parce que, enfin voilà, pour X raisons. Et donc, si on veut réussir à créer un dialogue et une relation saine, il faut être le plus juste possible dans ce qu'on cherche, donc que ce soit la valorisation, le négocier la relation et avancer ensemble. Je me suis peut-être un petit peu éloignée, mais Non, mais voilà, ça. Non, mais je pense que le pouvoir de négociation, il est évidemment fort côté entrepreneur au départ, parce que surtout s'il est dans un type de projet qui plaît à un grand nombre d'investisseurs, parce qu'on est quand même globalement dans l'offre et la demande. Donc, plus un projet va rentrer dans les cases de ce qui est demandé, plus on est vraiment énorme. Donc, on parlait tout à l'heure, un logiciel SaaS B2B avec une équipe déjà expérimentée qui se lance sur un marché vaste. A priori, là, le pouvoir de négociation va être plutôt côté entrepreneur. Si on est dans quelque chose autour des semi-conducteurs, sur une niche de marché, peut-être que là, ce sera déjà dur de trouver un grand nombre d'investisseurs intéressés, probablement pour des mauvaises raisons, parce que ce n'est pas à cause du sujet que l'entreprise est inintéressante, mais en tout cas, l'offre et la demande sera un peu déconnectée. Donc, ça, c'est un point clé. L'offre et la demande, c'est vraiment une notion de marché. C'est une notion de marché. Quand on dit qu'est-ce qu'on attend, moi je réponds souvent, on fait le tour du marché, on verra les offres, et comment l'offre va se construire finalement. C'est le marché qui nous donne une partie de la réponse. C'est le marché qui donne la solution. Mais ensuite, évidemment, comme dans tout marché, il y en a qui ont des talents de vendeurs plus ou moins affirmés. Et donc là, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut quand même être un peu en survente pour plaire. Et les dossiers concurrents seront aussi un peu en survente. Donc, quelqu'un qui mettrait trop de disclaimer dans son projet, probablement aura moins de choix de term sheet en face de lui. En revanche, c'est un process de vente où la survente se paye ensuite dans le service après-vente, parce qu'on va rester associé pendant 5, 6, 7 ans. Et donc, ce qui aura été vendu, on en garde une mémoire. Et donc, on comprend tout à fait que les business plans ne soient pas tenus, et c'est naturel. Et on n'est pas complètement naïf. En revanche, il faut quand même que la trajectoire soit globalement celle qu'on avait identifiée, qu'on nous avait vendue. Donc, ce jeu-là est très complexe. On est dans l'humain dont tu parlais, à plus de 50% très largement. Le financier a quand même une valeur, c'est-à-dire qu'on investit dans une entreprise qui, au bout d'un moment, devra peut-être se référer à des critères plus financiers. Donc, il faut qu'on comprenne au moins le business model qui est envisagé, même s'il n'est pas immédiatement visible. Donc, la partie financière, c'est plutôt dans la construction. C'est-à-dire, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si le dirigeant a déjà une idée claire du business model qui va s'avérer peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, et il a probablement besoin de notre argent dans cette phase intermédiaire, mais il faut quand même qu'on puisse voir sur le papier, à défaut de pouvoir le juger sur les faits, qu'il a les idées relativement claires sur une manière de créer une entreprise pérenne. Donc ça, quand même, c'est là où la partie financière a un enjeu, c'est vraiment dans cette modélisation a priori, et là, on se rend compte de dirigeants qui parfois n'ont pas considéré que c'était important à ce stade, et ça l'est quand même, parce que ça va sûrement jouer dans leur manière de piloter l'entreprise dans les post-investissements. Ça, c'est la partie financière. La partie humaine, on l'a dit, c'est très important. Et enfin, il y a quand même les clauses dont tu parlais, c'est-à-dire que l'entrepreneur a la main pour choisir, mais il ne faut pas qu'il se trompe et qu'il regarde que la valorisation, et toutes les clauses associées sont importantes. Ça va jouer aussi sur la manière dont il pourra travailler. Parce qu'une valorisation très sympathique, mais avec des gens qui veulent garder les mains sur beaucoup, qui ont des droits de veto, qui ont des conditions très particulières, ça peut lui poser des problèmes. Ou une valorisation très sympathique, mais avec des clauses particulières qui rendra difficile la levée de fonds suivante, ça aussi c'est embêtant. Donc l'idée, c'est d'avoir une écoute historique qui est la plus normale possible, la plus fluide possible, et donc de ne pas être trop créatif peut-être au début, dans la manière de choisir ses investisseurs ou les conditions. Ça facilitera sûrement les tours suivants si nécessaire dans ce type d'entreprise. Je suis entièrement d'accord. Guillaume ? Oui, je pense qu'ils ont très bien couvert tous les deux déjà. Et puis après, on peut parler bien sûr des choses peut-être rédhibitoires, comme je disais, que nous, on pouvait voir justement, que ce soit en premier tour institutionnel ou sur la suite. Et pour cela, généralement,
Maud qui a pu intervenir auprès des entrepreneurs. Mais par exemple, quand on fait un premier tour avec plutôt des individuels, des business angels, des investisseurs non professionnels, nous, on peut voir arriver les entrepreneurs en effet dans un tour institutionnel et en s'étant déjà financés auparavant. Et là, on peut voir des choses rédhibitoires potentiellement dans la manière de présenter, par exemple, son actionnariat par le dirigeant de la startup. Donc, tout simplement, mettre en avant le fait qu'il a ses actionnaires qui les a accompagnés jusqu'à maintenant, mais que sur la suite et sur le tour actuel, il fera tout passer en termes de clauses et discussions, de négociations auprès d'eux, quitte à les écraser, pour faire comprendre que le nouvel investisseur va pouvoir avoir sa place sans problème. On peut trouver ça positif sur le moment, mais on comprend tout de suite que finalement, nous, investisseurs, on sait qu'il va y avoir des tours successifs. Et donc, finalement, on va se faire écraser de la même manière après. Donc, le message n'est pas forcément super à faire passer de cette manière. On voit aussi, malheureusement, des entrepreneurs qui ont voulu aller très vite et qui, justement, ne se sont pas entourés, comme je disais, Laurent, potentiellement d'un avocat qui pouvait bien leur expliquer les différentes clauses et conditions qui ont été proposées au premier tour et qui, finalement, viennent se présenter chez nous dans le tour suivant avec une table de capitalisation qui a été bien rognée par des business angels ou alors tout simplement justement des blocages dans le contrôle, dans la décision qui rendent un peu compliqué toujours cette histoire d'equity story simple et pour la suite sans embûches. Donc, voilà quelques exemples, on peut bien sûr développer dessus. Mais... Oui, c'est très... Je partage en tant que plusieurs, c'est les principaux... Là, on va passer 2-3 conseils qui sont majeurs et qui vont recouper ce qui vient d'être dit, notamment au niveau de la table de capitalisation. Ça, c'est un exercice qui est très facile de faire et qu'il faut avoir le réflexe de faire et de toujours faire. Et sur beaucoup de dossiers que je vois, alors quand je fais un peu de mentorat ou de coaching, indépendamment des mandats de levée, en général, les sociétés sont un peu plus avancées là-dessus. Posez déjà votre table de capitalisation, prenez l'historique, que ça va faire ressortir déjà un certain nombre d'aspérités qui peuvent, dans certains cas, être rédhibitoires. L'équilibre entre ceux qui sont dans les associés, les actifs, les non-actifs, les dilutions éventuelles, les outils, les choses trop compliquées qui ont été faites. Donc, c'est important d'avoir en tête cette écoute historique. Prenez toujours en considération les titres que vous avez éventuellement déjà émis parce que ce sera pris en compte par l'investisseur. Ça, c'est systématique. Je mets BSPCE, ça peut être autre chose, mais enfin, je pense qu'aujourd'hui, surtout du BSPCE. Enfin, on vient de faire des agas, ça peut arriver aussi, mais enfin, c'est principalement ça. Et simplement parce que l'investisseur va rentrer, parce qu'il a une conviction, qu'il y a une vraie ambition qui peut être portée par l'équipe qui est là. Donc, il y a toutes les chances que les BSPCE soient exercés. Donc, lui, il va considérer la table avec l'exercice de tous les instruments financiers. Donc, il va la raisonner pleinement diluée, comme on dit, liquide. Donc, il faut le prendre en considération, sinon, ça fait déjà un petit iota dans les échanges avec l'investisseur. Ensuite, calculer l'impact de plusieurs hypothèses de valorisation, parce que en fait, je me sens dans une entreprise, je dis que je veux 20%, donc ça veut dire que la société vaut 400 pré-monnaie, parce que c'est de l'arithmétique, on est sur des choses assez basiques. Alors évidemment, derrière, il y a les réflexions qu'on a eues avant pour fixer un peu le curseur, hein, mais on est non plus sur des valeurs de cette nature de convenance, corriger après dans le pacte. Et l'impact de plusieurs hypothèses de valorisation, parce que parfois on se bat sur ma boîte vaut peut-être 5 millions, 5 millions, 5, 6 millions. Faites le calcul sur les enjeux. Vous verrez que parfois l'impact individuel, pas en bloc, en pourcentage, ça ressort tout de suite plus vite, mais il est relativement limité. Et donc il faut être aussi capable d'aligner les intérêts. Donc attention, je ne dis pas qu'il faut céder aux demandes des investisseurs. Je dis parfois il y a des demandes, des blocages sur, encore une fois, c'est souvent le biais du pourcentage. Si vous faites des simulations, vous apercevez en fait sur Excel, quand je sors des tableaux, parfois on se dit « Ah oui, il n'y a que ça comme écart ». Du coup, ça devient un non-sujet. Dites-vous une chose, c'est que la valeur de l'action, c'est vous qui la maîtrisez. On vous donne les moyens financiers, plus tout ce qui va à côté dans l'accompagnement de l'investisseur, pour créer cette valeur. Donc à la fin, ce n'est pas que vous ayez 10%, 11%, 12%, ce n'est pas très différent. Si dans un cas, l'action elle est à 100 ou à 150, ce n'est pas du tout pareil. Donc là, vous avez la main sur la valeur de l'action. Donc, si on peut avoir 12% de 150 avec une valeur à 150, c'est toujours mieux. Mais parfois, mieux vaut être à 11 ou à 10 et avoir les moyens d'amener l'action à 150, ce que seul, on ne pourrait pas faire. Si on peut le faire seul, on ne le devrait pas. Donc, faites déjà ces simulations, elles sont assez simples.
de toujours mesurer l'impact aussi d'une autre levée de fonds. Parce que vous faites une levée aujourd'hui et vous présentez toujours un BP qui tient la route par rapport à la levée que vous faites. Mais enfin, s'il y a une vraie ambition, c'est la trajectoire, enfin, c'est ce que vous avez vendu avant, sinon vous n'allez pas avoir des VC. Donc, vous avez une vraie ambition, il y aura probablement une autre levée de fonds. Alors, si elle n'a pas lieu, très bien, mais ce n'est pas obligatoire, il ne faut pas lever pour lever. Mais très souvent, il y en a une. Et l'investisseur, si lui essaie de voir à combien il peut sortir et combien il met aujourd'hui pour savoir comment il va rentrer, lui, il va tenir compte des titres émis, il va tenir compte des levées potentielles. Il n'y a pas de règle, ça dépend des métiers. Mais comme on est beaucoup dans les logiciels B2B, face à marketplace, on a quand même quelques points de repère maintenant. Il y a un historique quand même de deal, il y a une vraie expérience maintenant des fonds. Donc eux, ils vont l'intégrer. Et ça vous permet déjà d'avoir une petite idée sur un BP présenté, ce que le fonds peut proposer, les types de fourchettes qu'on va avoir. Alors, il y a peut-être un point intéressant sur le fait des autres levées de fonds, c'est-à-dire que on l'a dit, c'est important pour le dirigeant d'imaginer combien d'argent il va avoir, de combien d'argent il va avoir besoin pour arriver jusqu'à soit la pérennité, la profitabilité ou une cession. Ça, c'est important. Et on l'a dit aussi tout à l'heure, en général, on sait qu'il est plutôt très offensif sur le chiffre d'affaires qu'il envisage de faire dans les 2 prochaines années. Ça, c'est pas grave, c'est le jeu. En revanche, ce qu'il ne faut pas, c'est que cette manière j'appelle ça survendre, mais d'être très optimiste, on va dire, ne soit pas contrebalancée par une capacité aussi à imaginer qu'il peut avoir des économies de coûts. C'est-à-dire, ce qu'il faut, c'est que le temps qu'on gagne grâce à une levée de fonds soit le bon, même si on ne fait pas le BP. De manière plus simple, en gros, on dit qu'on va faire 5 millions d'euros de chiffre d'affaires issu de 2 ans et que la levée de fonds permet de devenir 2 ans et demi. C'est pas grave de faire 4 millions de chiffre d'affaires au lieu de 5. En revanche, c'est très embêtant de redemander de l'argent au bout de 15 mois ou 18 mois plutôt que 2 ans et demi. Donc, ce qu'il faut, c'est que dans la manière dont on est en mode de négociation, on imagine aussi les capacités à dire, OK, peut-être que je ne ferai pas le chiffre. En tout cas, mon fort intérieur, j'en suis pas complètement persuadé. Mais si je ne fais pas le chiffre, je n'aurai pas non plus les coûts associés à ce chiffre-là. Et c'est parce que là, le retour de bâton peut être vraiment fort si, à un moment donné, on a fait une levée de fonds et qu'on revient au bout d'1 an à dire aux investisseurs, bon, déjà, je n'ai pas fait mon BP, mais en plus, j'ai besoin d'argent plutôt que prévu. Et là, c'est dramatique pour la table de capi et puis au-delà de ça, pour soit la pérennité, soit les rapports entre actionnaires. Donc, c'est hyper important de ne pas sous-estimer le temps nécessaire pour aller à une autre levée de fonds et les besoins nécessaires. Donc, il vaut mieux lever un peu plus, quitte à être un peu plus dilué, comme tu l'as dit, mais être certain de disposer des 18 mois ou 2 ans de temps nécessaire pour montrer une création de valeur dans le projet. Et souvent, ça ne se passe pas forcément comme ça. Oui, puis, bon, pour compléter ce que dit Bruno, je pense que voilà, ce qui est essentiel, c'est vraiment la cohésion entre le projet aujourd'hui, ce que je viens de demander, le montant typiquement que je veux mettre en face pour financer le plan que je vois peut-être sur 18, 2 ans, 3 ans, en prenant en compte la suite. Mais tout ça, c'est la cohésion entre ce que je demande et l'ambition qui va derrière, c'est-à-dire pas être incohérent dans le sens où je viens présenter un besoin de X millions qui peut paraître un peu vertigineux, pour finalement, après, dans tout le reste des discussions, dans mon ambition de projet, ne pas présenter une société qui va vraiment atteindre un certain stade qui correspondrait à ce besoin de financement. Okay. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Nous, on l'assimile un peu au fait d'être aussi le plus réaliste possible, même avant de réussir sa première levée de fonds, en fait. Même pour la première levée, finalement, parfois, il faut peut-être accepter de soit se diluer plus, soit peut-être lever, avoir une valorisation plus basse pour réussir aussi à lever, parce que quand on commence à chercher des fonds au moment où on en a vraiment besoin, le rapport de force est encore plus déséquilibré entre l'investisseur et la start-up. Et là, le pouvoir de négociation, il descend. Et on a déjà vraiment vu beaucoup de start-up dans ce cas de figure. Parfois, il faut séquencer sa levée de fonds. C'est ça. Il faut aussi savoir aller chercher des jalons. Comme vous vivez au départ que de vos levées de fonds, tant que vous n'avez pas de chance de gagner de l'argent, en tout cas, vous n'aurez pas d'aide, vous avoir un peu d'aide publique, il faut lever pour passer des jalons, que ces jalons permettent de relever. Ça commence déjà à faire des bruits, je me lève trop, là, c'est le début des problèmes. Donc,
c'est une chose qui est très importante et qu'a bien déjà dit tout à l'heure Bruno. Il faut faire simple. Il y a quand même pas mal de bon sens. Et quand vous posez ces questions-là, vous pouvez faire simple. Et jamais oublier que chaque tour de financement engage le suivant. Donc, si vous faites des choses compliquées, vous mettez des outils compliqués, etc., vous êtes à peu près sûr que tôt ou tard, ça peut être problématique. Vous faites trop diluer. Donc là, c'est bien négocier la valo, mais souvent, vous avez fait trop haut, pas au bon moment, etc. Voilà, ça peut être problématique. Et donc, là-dessus, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. On est au départ sur ce que certains investisseurs, c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets, il n'y a pas de droit d'auteur, des valorisations de contenance. Ce n'est pas dans les chiffres que se joue la valorisation, pas dans les techniques, ça donne des points de repère. D'accord ? Ça va se jouer surtout dans le pack d'actionnaires. Hein, c'est les lettres qui l'emportent sur les chiffres, d'où l'importance de l'avocat. Alors évidemment, un leveur de fonds, s'il écrit les offres, il connaît les outils. Il ne rentre pas dans le détail des outils qui impactent la valo, mais il y a un atelier qui a été dédié à cela, sur toutes ces clauses. Voilà. Après, dans les autres conseils, évidemment, il peut y avoir le leveur de fonds, et puis après, il y a tout l'écosystème ou les acteurs comme Estimeo qui apportent ça. Et le deuxième, pour revenir en reflet sur ce qui a été. Tu voulais te dire quelque chose ? Non, simplement, je trouve que c'est important. Nous, on peut donner des éclairages, tous les écosystèmes autour pour en donner, mais c'est hyper important pour les entrepreneurs de croiser d'autres entrepreneurs qui ont déjà passé ces étapes-là et de leur demander quel était leur problème rencontré, qu'est-ce qu'ils en ont retenu, etc. Et de la même manière, quand on va voir un business angel ou un investisseur comme nous, ne pas hésiter à demander des références. C'est-à-dire que nous, on trouve ça tout à fait naturel quand des dirigeants nous disent OK, vous allez prendre des références sur moi, vous allez appeler mes clients, mes fournisseurs, mais moi je veux faire la même chose sur vous. Et donc, qui nous demandent d'appeler des anciens dirigeants qu'on a accompagnés dans la durée. Et on n'est plus au capital, donc ils n'ont plus de risque de raconter n'importe quoi sur nous, donc ils peuvent être libres de leur parole. Éventuellement des avocats ou des gens avec qui on a travaillé, même face à eux, pour qu'ils comprennent comment on fonctionne. Parce que comme c'est une association, c'est quand même assez important de connaître l'état d'esprit des personnes avec qui on va travailler. C'est un vrai partenariat, donc autant bien choisir son partenaire et ça vaut le coup. Et autant être averti. Ça, c'est un très beau conseil. Enfin, quand je dis écosystème, effectivement, il faut se renseigner sur ce que d'autres entrepreneurs ont connu ou autres. Alors après, chaque dossier, notamment quand ils sont jeunes, est très différent. Chaque startup a ses aspérités. Il y a plein d'atouts pour valoriser, mais c'est jamais tout complètement comparable. On va aussi se méfier des effets de comparaison. Mais par contre, échanger avec d'autres entrepreneurs, ça, il n'y a pas mieux à voir. Puis ça donne aussi une idée des itérations, du temps que ça peut prendre aussi. Pas sous-estimer, on est sur un temps long, 5, 6, 7 ans. En général, enfin, je sais qu'il y a des clauses de rendez-vous avant, mais c'est souvent un temps long. Donc, il n'y a pas de précipitation normalement à lever. Bon, quand on n'a plus de cash, on va plus vite, mais normalement, on ne devrait pas. Enfin, donc, le deuxième point, mais qui est le reflet, qui illustre ce que vous venez tous les trois de dire, c'est que le travail sur BP, il est juste essentiel. On dit toujours, il n'y a pas de stratégie d'entreprise sans stratégie de financement. Donc, dès le départ, quand vous créez votre projet, il doit y avoir en tête la stratégie de financement. Et donc, vous devez aussi être séquencé pour passer des étapes déjà longues. Vous devez être capable de voir quelles sont les ressources financières. Et quand une société elle est jeune, il n'y en a pas beaucoup, ça passe souvent par du capital. Par capital ou des obligations ou des BCR, ça c'est des outils de bilan. Donc, ça c'est essentiel de l'avoir. Le BP, il est un élément essentiel parce que d'abord c'est l'élément de crédibilité. Donc, il y aura un atelier spécifique sur les étapes de construction d'un BP pour vous-même. Que vous faites d'abord pour vous-même et ensuite pour le partager avec des tiers, en particulier les investisseurs. Mais c'est un élément qui compte aussi dans la valorisation de l'entreprise parce qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres, mais in fine, Bruno l'a très bien résumé tout à l'heure, un investisseur financier, il va être à la recherche d'une performance financière, il sait combien d'argent il va mettre, ça c'est un chiffre, il sait combien il va ressortir derrière. Donc à un moment donné, il faut quand même qu'on arrive à étayer qu'il y a quand même une réflexion sous-jacente, où on avait quelques éléments qui permettaient de poser des bases. Même si on est au stade où au début, on est quand même sur une promesse. Je précise sur le BP, c'est essentiel, je pense, parce qu'en effet, on peut très vite se dire, je crée un BP pour montrer à un investisseur que je vais atteindre telle taille dans un délai imparti que j'annonce. Mais ce qui est essentiel à intégrer dans le BP et qui va permettre aussi dans la discussion, dans l'alignement avec l'investisseur, c'est quand même de bien exposer toutes les hypothèses qui permettent d'arriver à ce stade et qui font toute la construction du BP, plutôt que de juste mettre des chiffres pour dire qu'on nous demande. Il faut que tout ça soit backé avec des hypothèses réalistes par rapport à son marché et la manière de l'adresser. Et puis comme disait Bruno, l'investisseur aura de la mémoire.
En général, c'est pas l'investisseur, c'est pas le BP, c'est le BP final, c'est suite à échange avec l'investisseur. Donc on s'est mis d'accord sur une feuille de route, mais comme on est quand même sur des hypothèses qui sont portées par les managers, si ça a été surestimé, ça se paiera demain. Donc voilà, c'est tout un travail. Donc si on a trop gonflé les valos parce qu'on a surestimé cette partie-là, c'est là où on le paiera. Si on ne le paiera pas parce que c'est pas comme on aura fait la valo du tour d'avant. Après, Maud, une question pour tout le monde d'ailleurs, la même, mais commençons par Maud au démarrage. Quels sont les conseils, Déborah? S'il y a des questions posées sur le chat, il y en a, mais nous on n'a pas les questions, donc tu vas pouvoir les poser, parce qu'en fait, là on va passer plus à une session d'échange. Mais globalement, ces principaux conseils, en plus de la table de CAPI qui retrace tout ce que vous venez d'exprimer avant, et le BP qui est un outil fondamental. On va juste poser des chiffres, c'est quoi les autres, et l'accompagnement, avocat, estimé, le joueur de fonds, tout ce qu'on veut, mais quels sont les conseils additionnels ou majeurs que vous recommandez? Qu'est-ce que vous ajouteriez en termes de conseils pour se préparer à la question de la valorisation, pour préparer son tour? Ouais, alors peut-être pour ajouter, alors tout a été déjà un petit peu abordé, mais c'est vrai que le plus grand conseil qui en découle presque de toute la discussion, c'est de pouvoir justifier un petit peu peut-être sa valorisation. Donc que ce soit sur une partie financière, on peut venir le justifier, le factualiser, et une partie extra-financière, ce qu'on a pris en compte. Donc pouvoir le justifier et toujours garder en tête que par contre la valorisation finale, elle découlera de cette négociation avec l'investisseur, de cet échange, peut-être du relationnel. Et l'investisseur, il a besoin de savoir que vous êtes préparé, vous avez une vision, vous avez quand même des compétences financières et vous pouvez vous projeter. Donc, c'est important. Vous pouvez justifier pourquoi je vaux tant et pourquoi j'aimerais partir, en tout cas sur ce point de départ. Et ensuite, accepter de d'avoir quand même une fourchette peut-être qui sera négociée à la hausse ou à la baisse sur la valorisation. Donc, ça, c'est un peu en conclusion. Bien sûr, n'hésitez pas à faire appel à des tiers externes. Donc, je ne parle pas que d'Estimeo, on n'est pas les seuls, mais c'est que ça peut permettre de réassurer la valorisation finale. C'est toujours plus simple d'avoir un tiers externe qui dit en fait, on vaut tant à partir d'un référentiel. Ils ont une méthode écrite que soi-même, mais ça n'empêche pas de pouvoir déjà avoir des premiers calculs à présenter. Bon, ça, c'est peut-être une conclusion de tout ce qu'on s'est dit. Oui, non, mais je suis d'accord, c'est important que le dirigeant fondateur ait une vision claire lui-même et avec des tiers de ce qu'il pense valoir. Et ensuite, c'est la négociation qui donnera le match. Mais ce qui est aussi important peut-être, c'est de ne pas, et ça on le voit assez régulièrement, c'est qu'à l'issue de la présentation, la première présentation au VC qui dure 1 heure, où on descend l'entreprise, des fois les dirigeants disent « moi je veux ouvrir pour 25% du capital pour X centaines de milliers d'euros ». Et ça, je ne suis pas sûr que c'est un peu maladroit en fait, parce que dans cette première présentation, on a besoin déjà de savoir si on a envie d'accompagner le dirigeant et son projet. Et finalement, le reste en découle. Mais braquer le projecteur dès ce premier rendez-vous sur la valorisation, ça se fait de plus en plus rarement, mais je ne pense pas que ce soit malin. C'est important d'avoir les billes en backup et de l'avoir travaillé. En revanche, ce n'est pas le moment de le sortir. Et en plus, dans certains cas, il va peut-être sortir une valorisation alors qu'on serait mieux 10 ans. Et là, il est sûr d'avoir loupé son coup. Donc, la question vient souvent de l'investisseur. Je vois mal l'entrepreneur, c'est rare de voir l'entrepreneur, en tout cas ceux que j'accompagne, il n'y en a aucun qui dira je veux tant de valo, mais la question lui vient souvent à la fin du premier rendez-vous. Ça peut arriver en effet que l'entrepreneur, comme je disais Bruno, n'annonce pas forcément une valorisation, une valeur, mais par contre indique un peu le pourcentage d'utilisation au maximum qu'il est prêt à accepter. Donc finalement, avec le montant qu'il nous demande, on comprend très bien le chiffre qu'il essaye de figer. Et je pense qu'en effet, c'est essentiel de ne pas s'arrêter dès le début, dans les débuts des discussions, quand on ne sait pas encore vraiment l'intérêt de la personne et où ça va mener, de s'arrêter sur un chiffre et de ne pas vouloir bouger. D'autant plus qu'on le voit après que certains, dans la précipitation, quand ils voient que ça n'avance pas très bien et qu'ils n'ont plus tellement d'offres et eux, ils vont avoir une urgence potentiellement de financement, on en voit plein qui font l'erreur finalement d'accepter n'importe quelle offre à la fin sans avoir pris le temps de s'asseoir avec les gens et de vraiment discuter de ce sujet en détail. Et donc, ça peut limiter le champ des possibles au début, et c'est dommage parce que c'est pas le premier sujet, en tout cas, lors de
la première rencontre avec des investisseurs potentiels. Ça, je trouve que c'est un point qui est essentiel quand vous allez voir un investisseur, vous vendez d'abord le projet. Et avant de parler chiffres, ce que vous avez déjà à l'issue du premier entretien, c'est réciproque. Hein. Vous vous sentez de travailler quelques années avec eux. Et vice-versa. Voilà. Si ça peut matcher, après on se mettra autour de la table. Si chacun est sérieux, on arrivera à trouver une offre. Puis après, c'est le marché, c'est des négos, mais voilà, c'est d'abord chasse. Ouais, mais échange, hein, on attendait. Alors, on va passer sur les questions du chat maintenant. La première, c'est Antoine Bourgeois qui demande à Seventure, du coup, si vous êtes positionné uniquement en série A et B et pas en amorçage. Alors, globalement, on fait plutôt des séries A et séries B. Alors, c'est aussi lié, la taille des fonds souvent implique le montant de nos investissements. Donc, nous, on est plutôt des investisseurs qui déployons entre 1 à 3-4 millions par investissement la première fois. On peut doubler ou tripler la mise au cours de la vie de l'investissement. En gros, nos tickets dans le digital, c'est de 1 à 10, de manière assez large. Donc ça implique que c'est souvent plutôt des séries A que de l'amorçage. Simplement, on ne s'interdit pas de faire on appelle ça pré-série A, mais on n'est pas loin de l'amorçage, quand on considère qu'il y a quelque chose d'un peu rare, de plus rare. Sinon, on est plutôt là pour arriver après des fonds d'amorçage ou des BA. Simplement, dans certains cas, et donc une des sociétés qu'on a accompagnées historiquement, qu'on adore, dont on vient de sortir, c'est Talentsoft, un bel éditeur SaaS. Là, on était rentré en pur amorçage parce qu'on considérait que le produit était déjà très différenciant et qu'en plus, l'équipe était complète à ce stade. Et donc, on s'est dit, si on ne met pas un pied dans la porte à ce moment-là, on aura peu de chances d'être capable de faire le dossier le coup d'après. Donc là, oui. Donc, normalement, non. Mais s'il y a quelque chose de particulier, oui. Et une deuxième manière de répondre, c'est que ce n'est pas parce qu'on est un peu tôt dans la vie de la société qu'on n'a pas envie de rencontrer les dirigeants. On espère que le temps qu'ils vont passer avec nous, ils ne vont pas le perdre et qu'on aura 2-3 conseils pertinents. Et dans tous les cas, nous, ça nous fait gagner du temps. Et à eux aussi, on espère, pour le coup d'après, quand ils auront fait leur tour d'amorçage et qu'ils viendront voir des gens comme nous. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter même trop en amont. On le dira franchement. Mais ça peut faire gagner du temps à l'entrepreneur de savoir ce qui va lui arriver ou le coup d'après avec des gens tels que nous. Oui, là, ce que dit Bruno, pour le coup, c'est très bien aussi, parce que ça fait un peu un premier exercice aussi pour les entrepreneurs qui vont probablement en amorçage plutôt closer avec des business angels et indépendants, mais de faire ce premier exercice avec des VC pour comprendre un peu comment ça va se passer sur la suite et déjà être un peu mieux préparé. Merci. Bon, Antoine, j'espère que la réponse est claire. Une question de Sébastien. Y a-t-il un intérêt des VC pour des logiciels on-premise ? Oui, d'ailleurs, ça a déjà été le cas, je pense, par le passé. C'est pas le sujet. C'est sûr qu'aujourd'hui, tout tend un peu plus vers le cloud et de ne pas avoir ce type de solution on-premise. Après, il va y avoir des sujets et notamment des clients qui sont adressés par ces sociétés qui font du on-premise qui s'y prêtent un peu plus. Typiquement, dans la sécurité de la donnée, on va avoir beaucoup d'acteurs corporate, institutionnels, qui souhaitent avoir toujours un peu la main sur les données qui sont traitées et qui passent potentiellement par la solution proposée par la startup. Donc, du on-premise est tout à fait envisageable. Parfait, merci bien. Sana nous demande quel est le critère le plus attendu par les investisseurs à part le ROI. Question classique, j'imagine. Le critère principal, c'est la qualité des dirigeants, mais c'est le plus dur parce que c'est très dur, très difficile à quantifier. Ce que je dis souvent, c'est qu'en fait, quelqu'un de trop normal ne sera probablement pas un bon entrepreneur, parce que s'il est normal, en fait, devant toutes les difficultés qu'il va avoir devant lui, il ne va pas réussir. Donc, il faut quelqu'un qui soit un peu normal, donc qui soit un peu en survente, qui soit très accrocheur, qui soit quand même intéressé aussi par la performance financière, parce que c'est ça qui lui permettra d'être intéressé par des gens comme nous. Donc, il faut quelqu'un de un peu bizarre, un peu atypique, mais pas trop non plus. Et donc, c'est ça qu'on essaie de qualifier. Parce que si on n'investit que dans des gens bizarres, on aura sûrement des très beaux succès, mais on aura aussi des échecs retentissants. Et donc, il faut qu'on trouve des dirigeants qui soient bien adaptés par rapport à leur sujet. Donc, alors, de manière un peu différente, il faut qu'on ait l'impression qu'ils ont un tempérament d'entrepreneur. Et donc, ça, c'est très dur à qualifier, mais il y a quand même quelques indices. Mais derrière, il faut aussi qu'ils soient a priori en phase avec le projet qu'ils défendent. Et donc, moi, j'ai l'impression que souvent, une compétence métier, dans un certain nombre de cas, est quand même importante parce que ça va éviter de faire des erreurs que ferait quelqu'un qui a la tête bien faite, qui est entrepreneur, mais qui ne connaît pas du tout le sujet qu'il va adresser. Donc,
Bon, nous, on est plutôt des actionnaires et des financiers dans des sujets B2B. Ce que je dis est peut-être moins adapté sur du B2C, où il y a des choses qui sont plus nouvelles, plus récentes, où il y a moins d'historique. Dans le B2B, en général, quelqu'un qui connaît déjà le domaine auquel il va s'attaquer est probablement plus rassurant pour un entrepreneur. Mais la réponse à la question, c'est quand même la qualité des dirigeants. Bon, voilà, j'espère que c'est clair. Thomas demande, plutôt pour sa venture, quel est votre hurdle rate en tant que fonds VC selon le stage de la startup? Alors, le hurdle, si c'est côté fonds, on ne le disclose pas. Là, l'idée du hurdle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc les équipes de VC sont intéressées en fait à la performance des fonds. C'est notre manière à nous, c'est nos BSPCE à nous, on va dire ça comme ça. Donc, on investit dans nos fonds et puis on en récupère un intéressement si le fonds est performant. Et donc, le hurdle, c'est ce qui est demandé par nos propres investisseurs, parce que nous, on fait le même travail auprès des investisseurs que les dirigeants auprès de nous. Donc, le hurdle rate, c'est le pourcentage qu'il faut atteindre en rendement pour nos fonds avant de toucher cet intéressement. Ça, c'est côté investisseur, et ça varie au fil du temps, en général, mais ça, c'est pas vraiment disclosé. C'est soit des multiples sur le fonds, soit un TRI annuel. En revanche, nous, dans les préférences, c'est assez rare qu'on demande des préférences avec des hurdles, si c'était ça la question. Alors, ça arrive notamment plus dans les sciences de la vie, probablement que dans le digital. Nous, on est plutôt sur des préférences soit simple, soit participating. La différence entre les deux, préférence simple, c'est qu'en cas de vente, l'investissement des financiers est récupéré en premier et ensuite il y a un rattrapage des autres actionnaires. Et les participating, c'est simplement que si jamais la société est finalement vendue, donc a échoué dans son développement et vendu le prix auquel on est rentré, on n'est pas prêté de l'argent pour zéro pendant X années avec un risque quand même fort. Et donc ça nous assure un rendement qui n'est pas minimum, mais qui est supérieur à 0 ou à 1 si la vente est décevante. Mais donc, hurdle sur l'investissement, non, pas en tant que tel. Préférence participating, ça peut arriver dans certains cas. C'est plus très à la mode en ce moment, on est plutôt sur des préférences. Après, certains investisseurs vont présenter des retours, des ROI, des multiples qu'ils souhaitent faire sur leur investissement. Mais bon, ça, c'est les manières de faire de chacun. Après, voilà, il faut être aligné avec le type de projet qui va en face et l'ambition qui peut être réalisée derrière. Juste en précision, effectivement, quand vous avez un projet et une ambition, il faut, en fonction de votre trajectoire de croissance, il ne faut pas se tromper les investisseurs que vous allez voir. Une société qui cherche du x10 ou un multiple type de x4, ce qui existe aussi, y compris en venture, ce n'est pas les mêmes. Donc, c'est là où sinon on ne va pas se comprendre sur les valos. Très bien, merci. Et pour cette explication aussi de ce qu'était le hurdle rate. Emmanuel nous demande comment intégrer les impacts ESS d'une startup dans les métriques de la valorisation financière et quel modèle. Ouais. C'est hyper intéressant. Alors en plus, c'est d'actualité chez Estimeo parce que on a une mise à jour de notre algorithme tous les ans et on vient de sortir la note d'impact. Alors par rapport aux critères ESG, nous on le prend en compte dans la notation, c'est-à-dire que ça peut amener à la hausse ou à la baisse la note finale. La note d'impact dont je vous parle, qui est là en test, elle est à titre d'information, elle est ajoutée sur le rapport visuel pour l'investisseur, donc de valorisation. En sachant que la notation, c'est tous les critères qualitatifs extra-financiers qui seront pris en compte dans certaines méthodes de valorisation. Donc la réponse est les critères ESG, en tout cas nous on les prend en compte. On pose des questions spécifiques là-dessus qui seront pris en compte dans la notation et qui interviendront sur les méthodes extra-financières de valorisation. Et elles seront en plus en parallèle présentées sur le rapport final. Donc c'est important, et notamment dans la conjoncture actuelle, de mettre en avant tous ces éléments. Et de plus en plus, des investisseurs qu'on rencontre, alors nous, on est généralement sur des investisseurs un peu moins professionnels, mais c'est une demande en tout cas de voir cette partie impact. Merci beaucoup. Petit tour de salle, éventuellement, s'il y a des questions. Pas de questions, c'est clair. Du coup, en digital, on en a encore quelques-unes. Alors, on avait une question de Hoang. Alors, regardez-vous le CA cumulé à date pour comparer avec le total des levées passées, dilutives ainsi que subventions dette, afin de voir si les founders sont bien utilisés et leveragés l'argent reçu. Bien sûr, ce n'est pas adapté aux deep tech ou biotech qui font de la R&D plutôt que du CA. Oui, alors là, on aborde du coup l'efficience du capital, qui est quelque chose d'essentiel et qu'on
qu'on regarde beaucoup. C'est sûr qu'on va vraiment prendre en compte le montant levé par la société dans le passé et ce qu'elle a réussi à réaliser. Après, bon, le C accumulé, ce n'est pas forcément la métrique qu'on regarde, mais de toute manière, il y a des façons de voir sur un exercice ou 2 exercices, le montant levé, le CA qui a été réalisé, la manière dont la structure des coûts a été gérée. Voilà, ça, c'est essentiel, en effet, dans notre étude et nous pas pour accompagner cette société. Ok, merci. Alors, Sana nous demande, est-ce l'idée innovante qui compte ou la capacité à générer les cash flows? Normalement, c'est lié, c'est-à-dire quelque chose qui est très innovant et qui a de la valeur, on doit pouvoir le monétiser d'une manière ou d'une autre. Donc après, ça dépend des modèles, on l'a dit, mais quelqu'un qui vous expliquerait qu'il a un très beau produit mais que personne ne veut l'acheter, c'est complexe à justifier dans la durée. La notion de cash flow, elle est essentielle en finance. Non. Je ne sais pas s'il y a besoin de parler sur le micro. Posez-la, je vais la retransmettre. La question, c'était concernant l'accompagnement des entrepreneurs, au-delà même de l'investissement financier que vous effectuez. Quels sont les autres éléments que vous apportez aux entrepreneurs pour développer leur business, au-delà de l'accompagnement au board, par exemple? Alors, on a une question de la salle que je retransmets. Quelle est la valeur ajoutée que vous avez, vous, en tant qu'investisseur et VC, pour les startups? Je commence et puis Bruno complétera, mais bien sûr, donc il y a l'investissement financier qui est le premier point que vous venez chercher, mais ce qui est quand même essentiel derrière, c'est comme on disait, c'est un mariage, c'est une relation qui va durer longtemps. Donc derrière, il va y avoir beaucoup d'échanges et dans ces échanges, on va essayer d'apporter nous de la valeur dans votre organisation, que ce soit déjà par notre expertise des différents membres du fonds d'investissement qui travaillent sur la partie invest, qui vont accompagner les entrepreneurs, notamment sur les boards, comme vous le disiez dans la question. Mais ce qu'on va apporter également, c'est du réseau, des personnes clés, expertes d'un sujet très précis pour vous accompagner sur chacun des points nécessaires sur la suite. Et donc, ça va être de l'introduction de personnes, que ce soit sur les parties opérationnelles ou bien plus administratives qui peuvent avoir lieu au cours de la vie de la société. Oui, nous, l'intérêt qu'on peut avoir, c'est qu'on a vu souvent les mêmes cas que vont suivre les entreprises qu'on va accompagner, c'est-à-dire des levées de fonds successives, éventuellement des rachats de sociétés, des difficultés entre dirigeants, aussi fondateurs, ça arrive aussi. Donc, on peut servir pour résoudre ces problèmes entre actionnaires, évidemment les sorties, en plus du réseau. Donc, nous, on peut très bien juste apporter l'argent, le dirigeant fait exactement ce qu'il nous a dit, voire mieux, et puis on n'a rien à faire, on est ravis. Ce n'est pas tout à fait le cas. Et donc, on n'est pas obligé les dirigeants ne sont pas obligés de nous écouter ou de faire appel à nous, mais si à un moment donné, on peut avoir une valeur ajoutée dans des événements qu'ils vont devoir subir, là, on espère qu'on est là pour les aider. Donc, on est des espèces de coach ou de challenger. Alors, des fois, on est aussi poil à gratter, donc notamment au moment des budgets chaque année, on est là pour les challenger positivement, c'est-à-dire pour les aider à, on espère, être le plus proche possible de la réalité dans leur budget. Et là, on peut se baser sur ce qu'on a vu depuis quelques années et quelques centaines ou milliers de dossiers. Donc, on espère que cette intelligence collective leur est un peu utile. Et c'est ce qu'on essaie de leur apporter dans des relations humaines en général plutôt sympas en plus. Merci bien. On a une dernière question, et puis après on va s'arrêter là puisqu'on a un peu dépassé l'heure qui nous était attribuée. Puisque le CA prévisionnel du BP est rarement réalisé dans les 2 ou 3 ans futurs, que pensez-vous des mécanismes de relution investisseurs, dilution founders, conditionnels à des métriques de CA, voire CA et EBITDA? Je ne sais pas comment on prononce ça. Est-ce courant et est-ce bien accepté par les founders? Alors, pour moi, c'est plus courant, pas trop en ce moment. Ça l'était beaucoup il y a 10 ou 15 ans. Moi, je trouve que c'est un peu dangereux parce qu'on revient sur une des slides où il est marqué il faut des choses simples. Et donc, quand c'est pas simple, ça va sûrement être sujet à discussion. Donc, nous, on est là aussi pour prendre un risque. Et donc, c'est à nous de challenger le BP avant de rentrer et donc de se mettre d'accord sur une valorisation qui intègre, à notre sens, le risque de non-réalisation. Donc, moi, je trouve qu'il vaut mieux discuter en amont et puis se taper dans la main sur une valorisation que de dire finalement, on ne sait pas trop ce qu'on pense. Et donc, comme on n'en sait rien,
on va à la fin rejouer la valorisation. Et je pense qu'à ce moment-là, ça veut dire d'une part que la boîte aura sous-performé et qu'au même moment, le dirigeant devra accepter une dilution complémentaire ou rouvrir des négociations avec nous. Ce n'est pas forcément la meilleure chose pour l'entreprise. Donc, ça peut arriver. Il peut y avoir des raisons valables pour faire ce genre de schéma. Ce n'est pas forcément le plus simple et ce n'est pas ce que j'encourage comme type de montage. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Du coup, je pense que ça a été très clair. L'événement, on a eu des excellents retours. Vous étiez très nombreux en digital. Donc, un grand merci à toutes les personnes présentes en physique et en digital qui ont suivi tout ça. Un grand merci à vous quatre. Voilà. Le prochain événement la semaine prochaine, effectivement, n'oubliez pas de vous inscrire sur le site de Finance Innovation, rubrique événements. Un grand merci et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous.